Les brutes volent l'argent du déjeuner du pauvre gamin. Grosse erreur. C'était un prodige de la boxe. Antoine Dubois se faufilait dans les couloirs bondés du lycée Voltaire, ses baskets usées crissant sur le sol en linoléum poli. À 16 ans, il mesurait à peine 1,65 m et était maigre comme un clou, ses vêtements de seconde main flottant sur sa petite silhouette. Des cernes sombres ombraient ses yeux à cause des quarts de travail matinaux qu'il effectuait à l'épicerie du coin pour aider sa mère célibataire à payer le loyer. Ses cheveux bruns étaient perpétuellement en désordre, et il gardait la tête baissée pour éviter les regards et les chuchotements qui le suivaient partout où il allait. Les autres élèves du lycée Voltaire venaient de familles aisées, conduisant des voitures qui coûtaient plus cher que ce que la famille d'Antoine gagnait en un an. Leurs sacs à dos de marque, leurs téléphones coûteux et leurs conversations désinvoltes sur les voyages de fin de semaine à la montagne servaient de rappel constant qu'il n'avait pas sa place dans leur monde. Il était le boursier, le cas de charité qui avait été transféré du quartier difficile de la ville lorsque son ancienne école avait été fermée en raison de coupes budgétaires. Antoine serra plus fort son sac à dos délabré en se dirigeant vers son casier, essayant de devenir invisible parmi les groupes d'adolescents riants. Dans sa poche, 5 billets de 5 € froissés représentaient tout son budget de déjeuner pour la semaine, de l'argent que sa mère avait péniblement amassé en retournant des bouteilles en verre et en sautant ses propres repas. Il avait appris à faire durer ses 5 €, n'achetant que les articles les moins chers des distributeurs automatiques de la cafétéria et les rationnant soigneusement. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix glaça le sang d'Antoine. Bastien Lemaire émergea de derrière une rangée de casiers comme un prédateur traquant sa proie. À 17 ans, Bastien était tout ce qu'Antoine n'était pas. Grand, musclé et doté du genre de confiance naturelle qui vient du fait de ne jamais avoir à s'inquiéter de l'argent. Son père possédait 3 concessions automobiles dans la région, et Bastien ne laissait jamais personne l'oublier. Des vêtements de marque, le dernier iPhone et une toute nouvelle Peugeot dans le stationnement des étudiants annonçaient son statut à quiconque se souciait de regarder. Derrière Bastien se tenait son équipe habituelle, Théo Martin, bâti comme un seconde ligne de rugby avec des mains de la taille d'assiette à dîner, et Lucas Garnier, plus petit mais méchant, avec des yeux cruels qui semblaient apprécier la douleur des autres. Il se faisait appeler l'élite, bien qu'Antoine les considérait en privé comme des vautours tournant autour d'une proie blessée. « Tu vas en classe, le boursier ?» La voix de Bastien portait ce ton moqueur qui faisait se contracter l'estomac d'Antoine de crainte. « J'espère que tu as pensé à apporter ton argent du déjeuner aujourd'hui. Le fonds de protection Bastien Lemaire accepte toujours les dons. » Antoine essaya de les contourner, mais Théo se déplaça pour bloquer son chemin. Le couloir sembla soudain plus petit, les murs se rapprochant de tous les côtés, alors que les autres élèves passaient en hâte, leurs yeux soigneusement détournés. Tout le monde au lycée Voltaire connaissait la règle tacite, on ne s'immisçait pas dans les affaires de Bastien Lemaire, à moins de vouloir devenir sa prochaine cible. « Je n'ai pas d'argent », dit Antoine doucement, ce qui était techniquement vrai. Les 5 € dans sa poche étaient déjà alloués au déjeuner, et les abandonner signifierait avoir faim jusqu'à demain. Le rire de Bastien était aigu et sans humour. « Tout le monde a de l'argent, le boursier. C'est juste une question de priorité. Maintenant, je vais te le demander gentiment une dernière fois. » Il tendit la main paume vers le haut, sa montre coûteuse captant les lumières fluorescentes. « Contribution au fond. 5 € devraient suffire. » Antoine sentit son visage brûler de honte et de colère, mais il garda sa voix stable. « J'ai besoin de cet argent pour déjeuner. »« Déjeuner ?» Lucas ricana. « Qu'est-ce que tu vas acheter avec 5 balles? Un paquet de chips et une bouteille d'eau? Allez mec, vis un peu. Fais un don à une cause digne. » La cause digne étant le fonds de divertissement de fin de semaine de Bastien, ajouta Théo, faisant craquer ses jointures de manière significative. Antoine pouvait sentir des douzaines de paires d'yeux sur lui maintenant, des élèves faisant semblant d'organiser leur casier tout en regardant en réalité le drame se dérouler. Des téléphones étaient déjà sortis, prêts à enregistrer ce qui allait se passer ensuite.
Au lycée Voltaire, l'humiliation était une monnaie d'échange, et Bastien était sur le point de faire un retrait substantiel de la dignité d'Antoine. « S'il vous plaît, » dit Antoine, détestant à quel point il avait l'air désespéré. « Je te rembourserai demain. J'ai juste besoin. »« Tu vas me rembourser ?» La voix de Bastien s'éleva avec une fausse indignation. « Tu vas me rembourser avec quoi ? L'argent des pourboires de ta mère qui fait le ménage chez les riches ?» La référence à la cafétéria frappa comme un coup physique. La mère d'Antoine travaillait en effet comme femme de ménage pour plusieurs familles riches de la ville, nettoyant leurs toilettes et lavant leur vaisselle pour à peine plus que le salaire minimum. C'était un travail honnête, un travail digne, mais Bastien le faisait sonner sale et honteux. « Ne parle pas de ma mère, » dit Antoine doucement, ses mains se serrant en poing à ses côtés. Bastien se pencha plus près, assez près pour qu'Antoine puisse sentir son eau de Cologne coûteuse et voir la cruelle satisfaction dans ses yeux. « Oh, j'ai touché un point sensible. Qu'est-ce qu'elle va faire? Venir ici et laver les planchers pour me défendre ?» Quelque chose se brisa à l'intérieur de la poitrine d'Antoine, une barrière soigneusement entretenue qui retenait des années d'entraînement et d'instinct. Pendant un instant, son corps se mit automatiquement en position de combat, le poids équilibré sur la plante des pieds, les mains lâches et prêtes, le menton légèrement rentré. C'était la mémoire musculaire d'innombrables heures au gymnase, d'une vie qui ressemblait à un rêve lointain. Mais ensuite, la réalité revint en force. Ce n'était pas le ring de boxe au club de boxe du Bois où son père l'avait entraîné depuis l'âge de 8 ans. Ce n'était pas l'endroit où Jean Dubois, ancien champion de France, avait enseigné à son fils toutes les techniques, toutes les combinaisons, toutes les leçons durement acquises sur la discipline et le respect. Ce monde était mort il y a 3 ans dans un accident de voiture, avec son père et leur vie confortable de classe moyenne. Après les funérailles, tout s'était effondré. Le gymnase avait fermé quand il n'avait pas pu payer le bail. Sa mère avait pris tous les emplois qu'elle pouvait trouver, et Antoine s'était fait une promesse à lui-même et à la mémoire de son père. Il n'utiliserait jamais ses poings en dehors du ring. La violence avait emporté son père dans cet accident, et il ne la laisserait pas le consumer non plus. Antoine se força à se détendre, à redescendre du précipice de la violence. « Laisse-moi tranquille », murmura-t-il, fouillant dans sa poche pour les billets froissés. « C'est mieux comme ça », dit Bastien avec satisfaction, regardant les doigts d'Antoine se refermer sur l'argent. « Tu vois comme c'était facile? Pourquoi devons-nous passer par cette chanson et danse à chaque fois ?» À chaque fois. C'était le problème. Ce n'était pas la première fois que Bastien exigeait son argent du déjeuner, et ce ne serait pas la dernière. Cela avait commencé petit. 1 euro ici, 50 centimes là, toujours avec le prétexte que c'était une sorte de blague ou une tradition inoffensive. Mais comme la résistance passive d'Antoine avait clairement indiqué qu'il ne se battrait pas, les demandes avaient augmenté. « Je n'ai pas 5 euros, » dit Antoine, sortant 3 billets d'1 euro froissés. « C'est tout ce que j'ai. » L'expression de Bastien s'assombrit. « Ça ne va pas marcher pour moi, le boursier. 5 euros était le prix. Si tu ne peux pas te permettre le montant total, peut-être devons-nous discuter d'autres méthodes de paiement. » Antoine regarda les 3 euros dans sa main, sachant qu'ils représentaient moins de la moitié de son budget de déjeuner pour la semaine. Les abandonner signifiait avoir faim, mais refuser pourrait signifier quelque chose de bien pire. « 5 euros, » répéta Bastien, sa voix prenant un ton qui fit reculer les élèves à proximité. « Ou peut-être devons-nous avoir une conversation plus sérieuse sur ta place dans cette école. » La menace planait dans l'air comme de la fumée. Antoine pouvait sentir le poids de chaque regard, de chaque caméra de téléphone pointée dans sa direction, de chaque commentaire chuchoté qui le suivrait dans les couloirs pendant des semaines. La voix de son père résonna dans sa mémoire. « Sur le ring, tu te bats avec honneur. En dehors du ring, tu t'en vas avec dignité. » Mais où était la dignité dans tout ça? Où était l'honneur à être systématiquement humilié pendant que tout le monde regardait et ne faisait rien? Antoine remit les 3 euros, son visage brûlant de honte. « C'est tout ce que j'ai, » répéta-t-il.
Bastien empocha l'argent avec une satisfaction théâtrale. « Eh bien alors, je suppose que nous devrons considérer cela comme un acompte. Tu peux m'apporter les 2 autres euros demain, plus les intérêts. Disons 3 euros au total, pour le dérangement. » « Ce n'est pas juste, » dit Antoine doucement. « Juste ?» Le rire de Bastien était aigu et cruel. « Tu veux parler de juste ? Est-ce juste que tu puisses fréquenter cette école grâce à une bourse alors que les élèves qui ont réellement leur place ici doivent se battre pour des places ? Est-ce juste que tu occupes un espace qui pourrait aller à quelqu'un dont la famille contribue réellement à cette communauté ?» Théo et Lucas hochèrent la tête comme de fidèles disciples, bien qu'Antoine soupçonnait qu'ils étaient tout aussi mal à l'aise avec la cruauté de Bastien que tout le monde. Ils avaient appris, comme la plupart des gens, qu'il était plus facile de suivre Bastien le maire que de lui tenir tête. « J'ai mérité ma place ici, » dit Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mérité ?» La voix de Bastien dégoulinait d'une fausse surprise. « Avec quoi ? Ton histoire à pleurer sur ton père mort et ta mère femme de ménage ? S'il te plaît. Tu es ici parce qu'un administrateur libéral a décidé que cette école avait besoin de plus de diversité et tu étais le meilleur cas de charité qu'il pouvait trouver. » Les mots frappèrent comme des coups physiques, chacun soigneusement choisi pour infliger un maximum de dégâts. Antoine sentit des larmes le menacer derrière ses yeux, mais il refusa de donner à Bastien la satisfaction de le voir pleurer. Au lieu de cela, il se tourna et commença à s'éloigner, laissant derrière lui les rires et les chuchotements qui le suivaient comme un nuage toxique. Il réussit à se rendre aux toilettes avant que les émotions ne le submergent. S'enfermant dans une cabine, Antoine laissa la frustration et l'humiliation le submerger. Dans son esprit, il pouvait voir le visage de son père, pouvait entendre la voix de Jean Dubois expliquant la douce science de la boxe. Chaque combattant a un choix, avait dit son père lors d'une de leurs dernières séances d'entraînement. Tu peux te battre avec colère ou tu peux te battre avec un but. La colère te rend négligent, te rend stupide. Le but te rend précis, te rend puissant. Mais quel était le but dans cette situation? Quel était l'intérêt d'avoir des compétences si tu ne pouvais pas les utiliser quand tu en avais le plus besoin? Antoine savait qu'il pouvait mettre Bastien le maire à terre avec un seul coup propre. Des années d'entraînement lui avaient donné une vitesse de main et une puissance qui choquerait quiconque le jugeait par sa taille. Il s'était entraîné avec des hommes adultes, avait participé à des tournois amateurs, avait tenu tête à des adversaires qui le dépassaient de 20 kilos. Mais rien de tout cela n'avait d'importance en dehors du ring. En dehors du ring, la violence ne menait qu'à plus de violence, et Antoine ne pouvait pas se permettre d'être suspendu ou expulsé. Sa bourse dépendait du maintien de bonnes notes et du fait de ne pas avoir d'ennui. Un combat, un moment de perte de contrôle, et il perdrait tout ce que sa famille avait sacrifié. Le harcèlement continua de s'intensifier au cours des semaines suivantes. Bastien sembla prendre la passivité d'Antoine comme une permission de pousser plus fort, d'exiger plus, d'infliger de plus grandes humiliations. L'extorsion quotidienne de l'argent du déjeuner devint juste une partie d'une campagne systématique de cruauté conçue pour briser l'esprit d'Antoine. Des coups d'épaule accidentels dans le couloir devinrent des événements réguliers, toujours programmés lorsque les professeurs ne regardaient pas. Le casier d'Antoine fut vandalisé avec des mots peints à la bombe comme « charité » et « assistanat ». L'équipe d'entretien le nettoyant mais jamais assez vite pour empêcher des douzaines d'élèves de le voir. Son sac à dos fut accidentellement renversé de ses mains, éparpillant ses livres et ses papiers sur le sol, pendant que Bastien et ses amis regardaient avec amusement. Mais c'était la guerre psychologique qui faisait le plus mal. Bastien avait un talent pour trouver les points les plus vulnérables d'Antoine et appuyer dessus avec une précision chirurgicale. Des commentaires sur la mort de son père, le travail de sa mère, ses vêtements de seconde main et son statut de boursier devinrent une bande sonore quotidienne d'humiliation. « Hé, le boursier !» criait Bastien à la cafétéria, assez fort pour que la moitié de l'école l'entende. « Comment va ta mère dans son nouveau travail? J'ai entendu dire que les Dupont l'avaient renvoyé pour vol. C'est de là que tu tires ton argent du déjeuner maintenant ?»
Les mensonges étaient presque pires que la vérité. La mère d'Antoine n'avait jamais été renvoyée, n'avait jamais rien volé, mais les rumeurs se répandirent dans l'école comme une traînée de poudre. Les élèves qui l'avaient auparavant ignoré le regardaient maintenant avec suspicion ou pitié. Les professeurs qui avaient semblé le soutenir devinrent plus distants, comme s'ils se demandaient s'il avait vraiment sa place au lycée Voltaire. 3 semaines après le début de l'année scolaire, Antoine avait perdu 6 kilos en sautant des repas pour payer la taxe quotidienne de Bastien. Ses notes commençaient à baisser alors qu'il passait plus de temps à faire des quarts de travail supplémentaires à l'épicerie pour compenser l'argent perdu. Les cernes sous ses yeux s'étaient approfondies et ses vêtements pendaient encore plus lâchement sur sa silhouette rétrécissante. Sa mère le remarqua, bien sûr. Élise Dubois n'était pas le genre de femme qui manquait des détails, surtout quand il s'agissait de son fils unique. « Mon chéri, tu ne manges pas assez », dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis à leur petite table de cuisine, partageant un dîner de riz et de haricots qu'elle avait étiré pour durer 2 repas. « As-tu des problèmes à l'école ?» Antoine regarda le visage inquiet de sa mère, voyant les rides de fatigue qui venaient de travailler 16 heures par jour pour les maintenir à flot. Elle portait déjà tellement de poids, tellement de responsabilités. Comment pouvait-il ajouter ces problèmes à son fardeau? « Je vais bien, maman, » mentit-il, juste occupé avec les travaux scolaires. Élise étudia son visage avec l'intensité de quelqu'un qui avait appris à lire les véritables intentions des gens à travers des années de nettoyage de leurs espaces les plus privés. « Antoine, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Si quelqu'un te cause des ennuis. »« J'ai dit que je vais bien, » répéta Antoine, sa voix plus aiguë qu'il ne l'avait voulu. La douleur qui traversa le visage de sa mère lui fit immédiatement regretter son ton. Mais le mal était fait. Cette nuit-là, allongé dans son lit et écoutant la respiration épuisée de sa mère à travers les murs minces de leur appartement, Antoine fixa la photo encadrée sur sa table de chevet. Elle le montrait lui et son père au gymnase, tous les deux souriants et tenant des gants de boxe après qu'Antoine ait remporté son premier tournoi amateur. Il avait 13 ans alors, montrant déjà de réelles promesses sur le ring. « Tu as un talent naturel, mon chéri », avait dit son père ce jour-là. Mais le talent sans discipline n'est que du potentiel gaspillé. Le ring t'apprendra des choses sur toi-même, sur ce dont tu es fait quand tout le reste est dépouillé. Antoine savait de quoi il était fait. Il l'avait prouvé des douzaines de fois dans des matchs sanctionnés, contre des adversaires qui venaient à lui avec tout ce qu'ils avaient. Mais ces combats avaient des règles, des arbitres, de l'équipement de sécurité. Ils avaient de l'honneur et du respect, même dans la défaite. Ce que Bastien faisait n'était pas se battre, c'était une cruauté systématique, conçue pour le briser morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la conformité et la peur. Et le pire, c'était que le refus d'Antoine de se défendre ne faisait qu'empirer les choses. Le point de rupture survint un mardi matin en octobre. Antoine arriva à l'école pour trouver son casier vandalisé à nouveau, mais cette fois les dégâts étaient pires. Quelqu'un avait brisé la serrure et déversé le contenu sur tout le sol du couloir. Ses manuels scolaires étaient éparpillés et déchirés, ses cahiers trempés de ce qui sentait la boisson énergisante, et sa seule photo de son père, celle qu'il gardait scotchée à l'intérieur de la porte de son casier, était froissée et piétinée. Les élèves passèrent devant le désordre, certains riant, d'autres ayant l'air mal à l'aise, mais ne voulant pas aider. Antoine s'agenouilla dans le couloir, essayant de sauver ce qu'il pouvait, ses mains tremblant alors qu'il lissait soigneusement la photographie endommagée. « Oups !» vint la voix de Bastien derrière lui. « On dirait que quelqu'un a eu un accident avec son casier. C'est dommage. » Antoine ne se retourna pas. Il ne pouvait pas se faire confiance pour regarder le visage narquois de Bastien sans faire quelque chose qu'il regretterait. Au lieu de cela, il continua à ramasser ses affaires ruinées, sa mâchoire serrée si fort qu'elle lui faisait mal. « Tu sais, » continua Bastien, sa voix prenant ce ton moqueur familier, « peut-être que cela n'arriverait pas si tu payais tes frais à temps. Le fonds de protection existe pour une raison. Laisse-le tranquille.
La voix vint de quelque part derrière Bastien, douce mais claire. Antoine leva les yeux pour voir Juliette Moreau debout près de son casier avec une pile de livres dans ses bras. Elle était aussi l'une des enfants tranquilles, mais contrairement à Antoine, elle semblait se fondre dans le décor par choix plutôt que par circonstance. Elle était jolie, d'une manière discrète, avec des cheveux bruns et des yeux intelligents qui restaient généralement concentrés sur ses études. L'attention de Bastien se tourna vers elle comme un prédateur sentant une nouvelle proie. « Tiens, tiens, on dirait que le boursier a une petite amie, comme c'est mignon. » Les joues de Juliette rougirent, mais elle ne recula pas. « J'ai dit, laisse-le tranquille, il ne t'a rien fait. »« Rien fait ?» La voix de Bastien s'éleva avec une fausse indignation. « Il prend de la place qui appartient à de vrais élèves. Il est ici grâce à la charité, volant des opportunités à des enfants qui les méritent réellement. » Théo et Lucas s'étaient déplacés pour flanquer Juliette maintenant, formant leur triangle d'intimidation habituel. Antoine sentit sa poitrine se serrer d'une rage familière, la même sensation qu'il avait sur le ring quand un adversaire lançait un coup bas ou se battait salement. « Ignore-les » murmura Juliette à Antoine. « Ils n'en valent pas la peine. » Mais ils en valaient la peine. Pas à cause de ce qu'ils lui faisaient. Antoine avait appris à absorber ce genre de punition. Ils en valèrent la peine parce que maintenant, ils menaçaient Juliette, quelqu'un dont le seul crime était de lui montrer un moment de décence humaine élémentaire. « Tu sais ce que je pense ?» dit Bastien, sa voix portant ce ton qui signifiait que de vrais ennuis allaient arriver. « Je pense que notre petit cas de charité ici nous cache des choses. Je pense qu'il a plus d'argent qu'il ne le laisse paraître. » Il fit un geste vers Théo, qui attrapa le sac à dos d'Antoine et déversa son contenu sur le sol. L'uniforme de travail d'Antoine tomba, avec ses manuels scolaires usés, une barre granola à moitié mangée qu'il gardait pour le déjeuner et son portefeuille. Bastien attrapa le portefeuille et l'ouvrit, trouvant le billet de 20 € qu'Antoine économisait pour l'anniversaire de sa mère la semaine prochaine. « Tiens, tiens » dit Bastien avec une fausse surprise. « Qu'est-ce qu'on a là? On dirait que le boursier nous a menti. »« Ce n'est pas à moi de le donner » dit Antoine doucement, sa voix stable malgré la rage qui montait dans sa poitrine. « C'est pour l'anniversaire de ma mère. » Bastien tint les 20 € à la lumière comme pour vérifier les contrefaçons. « L'anniversaire de ta mère? Comme c'est gentil, mais tu vois, tu me dois pas mal d'arriérés, plus les intérêts. Je pense que ça couvre à peu près tout. »« Rends-le, » dit Antoine, se levant lentement. Quelque chose dans sa voix fit une pause à Bastien. Pendant un instant, l'incertitude traversa le visage du tyran. Antoine se tenait différemment maintenant, son poids équilibré sur la plante des pieds, ses mains lâches à ses côtés. Tout dans sa posture criait au danger à quiconque savait lire les signes. Mais Bastien Lemaire n'était pas l'une de ces personnes. « Ou quoi ?» dit-il, empochant les 20 €. « Tu vas faire quelque chose, le boursier? Tu vas enfin te faire pousser une colonne vertébrale ?» Antoine le regarda pendant un long moment, voyant non seulement Bastien, mais tous les tyrans qui avaient déjà utilisé leur taille ou leur statut pour blesser quelqu'un de plus faible. Il pensa à son père, à la promesse qu'il avait faite, à la violence qui avait déchiré sa famille dans cet accident de voiture il y a 3 ans. Puis il pensa à Juliette, à son courage de prendre la parole quand personne d'autre ne le ferait. Il pensa à sa mère, travaillant 16 heures par jour et trouvant encore des moyens de sourire. Il pensa à ce billet de 20 € gagné grâce à des heures de nettoyage de plancher et de remplissage d'étagères, destiné à acheter le seul cadeau qu'il pouvait se permettre pour la femme qui avait tout sacrifié pour lui. Parfois, réalisa Antoine, tenir une promesse signifiait en briser une autre. « Ouais » dit-il doucement, sa voix portant un nouveau ton qui fit arrêter et regarder plusieurs élèves à proximité. « Je pense que oui. » Bastien lança le premier coup de poing, une droite sauvage qui se télégraphiait à 1 mètre de distance. Dans le bon vieux temps, avant la promesse, avant la culpabilité, Antoine l'aurait esquivé facilement et aurait contré avec une précision dévastatrice. Cette fois, ce n'était pas différent. Antoine bougea comme de l'eau, esquivant le coup de poing de Bastien de quelques centimètres et revenant avec un crochet gauche parfait qui attrapa le plus grand garçon directement sur le bouton.
Les yeux de Bastien roulèrent vers l'arrière et il tomba comme une pierre, ses baskets coûteuses crissant sur le sol poli. Le couloir éclata dans un silence choqué. Théo se précipita en avant, son corps massif se déplaçant avec une vitesse surprenante, mais Antoine était déjà en mouvement. 3 ans de rouille du ring tombèrent comme un vieux manteau, alors que la mémoire musculaire prenait le relais. Il se baissa sous le coup sauvage de Théo et enfonça un uppercut précis dans le plexus solaire du plus grand garçon, le pliant en 2. Lucas essaya d'attraper Antoine par derrière, mais Antoine avait entendu ses pas. Un boxeur apprend à utiliser tous ses sens. Il tourna, brisant la prise de Lucas avec une technique que son père lui avait inculquée des milliers de fois, et enchaîna avec une droite propre qui envoya Lucas tituber en arrière dans une rangée de casiers. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. 3 adversaires plus grands et plus forts gisaient sur le sol, gémissant et luttant pour reprendre leur souffle, tandis qu'Antoine se tenait au-dessus d'eux, respirant à peine fort. La foule d'élèves qui s'étaient rassemblés était silencieuse, leur téléphone sorti et enregistrant, essayant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. « Voici comment ça marche », dit Antoine, sa voix calme, malgré l'adrénaline qui coulait dans son système. Il baissa les yeux sur Bastien, qui luttait pour s'asseoir avec du sang coulant de son nez. « Tu vas me rendre mon argent. Tout, chaque euro que tu m'as pris au cours du dernier mois. » Bastien essuya le sang de son nez avec une main tremblante. « Ce n'est pas fini. » Antoine s'accroupit pour être au niveau des yeux avec le tyran tombé. « Si, c'est fini. Parce que si tu me touches encore, si tu exiges de l'argent à quelqu'un d'autre, si tu fais en sorte que quelqu'un se sente petit juste parce que tu le peux, je serai là. Et la prochaine fois, je ne me retiendrai pas. » Il se leva et offrit sa main à Juliette, l'aidant à ramasser ses livres éparpillés tout en ignorant les téléphones qui enregistraient encore, et la foule croissante d'élèves qui n'en revenaient pas de ce qu'ils venaient de voir. Le boursier tranquille, la cible facile, le cas de Charité venait de démanteler 3 adversaires plus grands avec une précision chirurgicale. Bastien se releva difficilement, ses vêtements de marque froissés et son ego plus meurtri que son visage. « Tu penses que ça te rend dur. Tu penses que ça change quelque chose. » Antoine se retourna pour lui faire face, et pour la première fois depuis des mois, sa voix portait une véritable autorité. « Je pense que ça change tout. La question est de savoir si tu es assez intelligent pour comprendre ça. » Le proviseur Dubois arriva en quelques minutes, convoqué par l'agitation et le flot de messages sur les médias sociaux qui se répandaient déjà dans l'école. Antoine s'attendait à une suspension, une expulsion, peut-être même des accusations criminelles. Au lieu de cela, il se retrouva assis dans le bureau du proviseur à écouter un défilé de témoignages d'élèves sur la campagne de harcèlement systématique de Bastien. « Il semble, » dit le proviseur Dubois avec prudence, étudiant les déclarations empilées sur son bureau, « que cet incident était le résultat d'un harcèlement continu que notre personnel n'a pas réussi à traiter correctement. » Il regarda Antoine avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Bien que je ne puisse pas officiellement approuver les combats, je comprends que parfois, les gens sont poussés au-delà des limites raisonnables. » Bastien, arborant un nez bandé et un ego gravement meurtri, était assis dans le coin avec ses parents. Son père, un homme d'affaires éminent qui avait fait des dons importants au programme sportif de l'école, était rouge de gêne. Sa mère jetait des regards inquiets à Antoine, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire que son fils avait été battu par quelqu'un de moitié sa taille. « Il y aura des conséquences pour toutes les personnes impliquées, » continua le proviseur. « Mais compte tenu des circonstances et des témoignages que nous avons reçus, je pense qu'une suspension interne serait appropriée plutôt qu'une expulsion. » Antoine hocha la tête, acceptant la punition. C'était juste, même indulgent compte tenu de ce qui aurait pu arriver. Mais plus important encore, cela envoya un message à tous les autres tyrans de l'école. Les actions ont des conséquences, et parfois les enfants tranquilles ne sont pas aussi impuissants qu'ils le semblent. La vidéo du combat devint virale en quelques heures, se répandant bien au-delà des murs du lycée Voltaire.
Des élèves qui n'avaient jamais parlé à Antoine auparavant l'approchèrent dans les couloirs, certains pour le féliciter, d'autres pour partager leurs propres histoires de harcèlement. Des professeurs qui l'avaient auparavant ignoré commencèrent à l'inclure dans les discussions en classe, le traitant avec un respect nouveau. Mais le plus grand changement se produisit chez Antoine lui-même. Il marchait plus droit maintenant, parlait avec plus de confiance et ne ressentait plus le besoin de se rendre invisible. Il ne cherchait pas les combats, mais il ne fuyait pas non plus la confrontation. La nouvelle de ses antécédents de boxe s'était répandue, et soudain tout le monde voulait connaître son histoire. Juliette, qui avait trouvé son propre courage dans l'exemple d'Antoine, devint son amie la plus proche à l'école. Elle lui dit plus tard que le fait de le voir tenir tête à Bastien l'avait inspiré à prendre la parole en classe, à rejoindre l'équipe de débat, à cesser de cacher son intelligence derrière un masque d'invisibilité. « Tu m'as montré qu'être différent n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte », dit-elle un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble au déjeuner, à une table qui n'était plus vide. « C'est quelque chose dont il faut être fier. » Bastien, quant à lui, était devenu un conte de mise en garde. La vidéo de sa défaite l'avait humilié devant toute l'école et sa réputation de force imparable avait été brisée en moins de 30 secondes. Son groupe d'amis de base resta fidèle, mais la peur et le respect automatique qu'il commandait avaient disparu à jamais. Antoine le voyait parfois dans les couloirs, marchant la tête baissée, ressentant probablement une petite fraction de l'humiliation qu'il avait infligée aux autres. Une partie d'Antoine se sentait désolée pour lui, comprenant maintenant que les tyrans étaient souvent eux-mêmes des victimes, exprimant leur propre douleur et leur propre insécurité sur des cibles plus faciles. Mais surtout, Antoine se sentait satisfait que justice ait été rendue. Il avait gardé sa promesse à son père dans l'esprit, sinon dans la lettre, utilisant la violence seulement en dernier recours, et seulement pour se protéger et protéger quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger lui-même. Et il l'avait utilisée avec retenue et précision, ne franchissant jamais la ligne de la légitime défense à l'agression. L'incident avait changé plus que simplement la dynamique entre Antoine et Bastien. Il avait envoyé des ondes de choc dans toute l'école, donnant aux autres victimes le pouvoir de prendre la parole et faisant réfléchir à 2 fois les tyrans potentiels avant de cibler quelqu'un qui semblait vulnérable. Les professeurs prêtèrent plus d'attention à la dynamique sociale dans leur classe. Les élèves étaient plus susceptibles d'intervenir lorsqu'ils voyaient du harcèlement se produire. Plus important encore, Antoine avait appris que la force ne se résumait pas à la capacité de lancer un coup de poing ou d'en encaisser un. La vraie force consistait à défendre ce qui était juste, même quand c'était effrayant. Il s'agissait de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Il s'agissait de refuser de laisser la peur dicter vos actions ou définir votre caractère. Alors qu'Antoine traversait maintenant les couloirs du lycée Voltaire, il se tenait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement qui il était et ce dont il était capable. Il portait ses vêtements de seconde main avec fierté, mangeait ses déjeuners simples sans honte et affrontait chaque jour en sachant qu'il avait sa place là-bas tout autant que n'importe qui d'autre. Le boursier qui avait autrefois été considéré comme une cible facile était devenu quelque chose de bien plus précieux, un rappel que la force se présente sous de nombreuses formes, et parfois les voix les plus silencieuses font les déclarations les plus fortes lorsqu'elles décident enfin de parler.